J'avais fait un appel à vos besoins pour savoir quel sujet vous aimeriez voir abordé dans mon podcast. Plusieurs personnes m'ont demandé un épisode sur l'angoisse ou sur l'anxiété. Ça tombe bien parce que les émotions, c'est ma spécialité. Aujourd'hui, nous allons voir ce que sont l'angoisse et l'anxiété. Il y a beaucoup à dire et un épisode de podcast n'y suffirait pas évidemment. Mais je vous propose un petit tour de ce qui me semble important à connaître et qui pourrait être utile pour vous sentir mieux avec vos sentiments d'angoisse et d'anxiété. Car oui, nous y sommes tous confrontés à certains moments de notre vie. Même si ça vous semble improbable, je vous garantis que c'est vrai. Bonjour et bienvenue dans mon podcast Deep Impact. Je suis Valérie Sten et ici je te parlerai d'hypnose évidemment, mais aussi de santé mentale en général et de tous les sujets d'actualité qui touchent de près ou de loin à l'hypnose ou à la santé mentale. Parfois tu auras affaire à moi toute seule ou à d'autres moments à mes invités, qui seront tantôt des experts dans leur domaine, tantôt des personnes qui viendront témoigner de leur vécu afin de partager tout ce qu'elles ont traversé. Bonne écoute! Je vais commencer par vous expliquer, ou en tout cas vous donner une description de ce qu'est la peur. La peur, il faut le savoir, c'est une des émotions de base. Émotions de base, c'est-à-dire les émotions qui sont absolument essentielles pour notre survie. Ça peut paraître étrange parce que la peur, bien souvent, c'est quelque chose qui est ressenti comme négatif. Et pourtant, si elle est encore là aujourd'hui, c'est qu'on en a besoin, c'est qu'elle est utile pour nous. Alors c'est quoi la peur ? La peur, c'est une émotion qui se manifeste face à un danger. Elle est liée à notre instinct de conservation, comme je viens de vous le dire. C'est pourquoi la plupart des êtres vivants la ressentent. Et oui, même les oiseaux, même les limaces ressentent de la peur. Avoir peur, c'est être conscient qu'il y a un danger. Et c'est un moyen de se préparer à agir en conséquence pour se mettre à l'abri, pour se protéger. Dans le dictionnaire, il est précisé que la peur peut être ressentie face à un danger réel ou à la pensée de ce danger. Alors c'est là que je vais apporter une nuance. La peur est une réaction concrète à un danger réel, plus ou moins immédiat, mais réel. Par contre, le ressenti généré par la pensée d'un danger, et non par sa présence réelle, ça relève plutôt de l'angoisse ou de l'anxiété. Alors on va définir ces deux termes, angoisse et anxiété. L'angoisse, contrairement à la peur, n'est pas une émotion de base, mais c'est plutôt un ensemble de sentiments qui génèrent tout un groupe de sensations de mal-être, de ressentis physiques et aussi de ressentis mentaux plutôt désagréables. C'est quelque chose d'assez flou, peu déterminé, qui apparaît à l'intérieur de soi, sans que la raison soit bien définie. Parfois, on ressent cette sensation d'angoisse, mais on ne sait pas trop d'où elle vient, on ne sait pas trop ce qui l'a provoquée. En français, on distingue l'angoisse de l'anxiété. Mais dans beaucoup d'autres langues, c'est un seul et même mot qui désigne plusieurs choses. Par exemple, en anglais, on dit anxiety aussi bien pour décrire l'angoisse que pour décrire l'anxiété. C'est le même mot. Pour certains courants de psychologie, l'angoisse serait un peu le degré maximal de l'anxiété. Il existe des troubles psychotiques très lourds, vraiment lourds, appelés angoisse de ceci ou cela. Bon, là, je ne vais pas développer ces exemples parce que ce sont des troubles psychiques vraiment particuliers. Et puis, ça concerne des pathologies bien spéciales. Et ce n'est pas vraiment le sujet que je souhaite aborder aujourd'hui. Aujourd'hui, on va plutôt se contenter de dire que, pour une personne lambda, l'angoisse, ce serait un peu le degré maximal de l'anxiété. J'espère que jusque-là, vous me suivez. On va aller un petit peu plus loin. Alors, c'est quoi l'anxiété ? L'anxiété, c'est un puissant sentiment de crainte, d'inquiétude, de malaise, lié à un événement qui se situe dans le futur. La notion de temporalité est ici très importante, vous allez voir, parce que l'angoisse est en quelque sorte autogénérée, elle est hors contexte, elle est liée à des projections. Souvent, l'anxiété, elle est causée par des événements vécus par le passé. On angoisse sur ce qui pourrait se passer. Je dis bien sur ce qui pourrait se passer. Prenons l'exemple de l'éco-anxiété. Ça va mieux vous parler si je vous donne un exemple. L'éco-anxiété, d'ailleurs il y a un épisode de podcast sur ce sujet si vous voulez creuser la question. Bref, l'éco-anxiété, c'est la peur de ce qui pourrait se produire dans l'avenir en raison de la crise climatique. Cette angoisse, cette éco-anxiété,
Elle repose sur des fondements concrets, sur une réalité. Il y a vraiment une menace bien réelle, puisque la crise climatique est bien réelle. Cependant, le danger n'est pas encore présent. Et les projections angoissantes qui sont faites ne sont pour l'instant qu'imaginaires. Et puis, elles sont propres à nos projections personnelles. On est donc bien dans quelque chose qui a une part d'irrationnel, puisque c'est situé dans le futur. C'est une anxiété vis-à-vis de quelque chose qui n'est pas encore arrivé, qui pourrait peut-être même ne jamais arriver. Alors, résumons ce premier point important à retenir. Contrairement à l'angoisse et l'anxiété, la peur a toujours un objet précis et réel. La peur, elle est située dans le moment présent. Et puis, quand c'est judicieux, la peur peut être maîtrisable, à condition bien sûr que ça ne nous expose pas en danger. Si tu te trouves face à face avec un ours en pleine forêt, mieux vaut écouter ta peur et fuir plutôt qu'essayer de maîtriser ta peur et aller caresser l'ours. L'angoisse et l'anxiété, en revanche, elles sont irrationnelles. Elles sont orientées vers le futur. Revenons encore sur cette notion de temporalité. C'est aussi ce qui différencie l'angoisse du stress. Le stress, c'est une réaction physiologique. Elle se manifeste par l'activation du système nerveux sympathique, la production de certaines hormones, comme le cortisol par exemple, une accélération du rythme cardiaque, la sudation, etc. Donc ces réactions physiologiques de stress, elles sont déclenchées par des facteurs présents, concrets et réels, qui sont soit situés dans notre environnement ou soit dans notre corps. Par exemple, une forte douleur, ça peut générer du stress. Tandis que l'angoisse, elle est liée à une projection qui est vers le futur, vers ce qui pourrait arriver, mais qui n'est pas tangible, qui n'est pas palpable dans le présent. Le stress peut être utile et bénéfique, par exemple pour maintenir notre vigilance, pour optimiser nos performances. Pensez par exemple au trac que peuvent ressentir les artistes avant de monter sur scène. Ou alors ce stress, il peut être néfaste si on est exposé à du stress trop intense ou à du stress chronique. Je ne vais pas développer ici plus en avant cette question du stress parce que c'est un autre sujet et puis ça pourrait faire l'objet d'un épisode complet à lui tout seul. Revenons encore une fois sur cette notion de temporalité. L'anxiété peut être un sentiment qui dure un certain temps, qui s'installe dans nos pensées à certains moments. Mais il existe aussi d'autres formes d'anxiété qui sont plus ponctuelles, c'est-à-dire quand elles se manifestent par exemple sous forme de crise d'angoisse. Que sont les crises d'angoisse et le trouble panique? Je vais vous expliquer ces deux termes. La crise d'angoisse, elle est ponctuelle, aiguë et elle s'accompagne de symptômes physiques précis, comme par exemple l'essoufflement, les nausées, les vertiges, les frissons. Ça peut être aussi des douleurs thoraciques, des tremblements, les jambes qui flanchent, etc. Les symptômes physiques augmentent l'angoisse ressentie et ainsi de suite. C'est un peu un cercle vicieux. Plus j'angoisse, plus les symptômes physiques sont présents, plus je ressens les symptômes physiques, plus ça m'angoisse et hop, la boucle se met en place. La crise d'angoisse, elle se manifeste en général dans des types de situations bien précis. Par exemple, quelqu'un qui ressent une crise d'angoisse quand il fait ses courses, quand il est dans les grands magasins, c'est dans les grands magasins que va se manifester cette crise d'angoisse. Et puis bien souvent, les personnes qui souffrent de ce type de crise, elles finissent par angoisser ensuite à l'idée que ces crises se reproduisent. C'est cette inquiétude de revivre une crise d'angoisse qu'on appelle le trouble panique. Le trouble panique, c'est la peur de ressentir une crise d'angoisse. Ça peut provoquer des comportements d'évitement, de l'agoraphobie par exemple, la peur de la foule, la peur d'être dans un endroit clos sans porte de sortie, la peur des grands espaces sans repère. La crise d'angoisse, elle est limitée dans le temps et l'espace. Comme je disais tout à l'heure, elle est liée à des espaces et des événements bien précis. Et elle se caractérise par un épisode soudain et intense. Elle dure en moyenne entre 20 et 30 minutes. J'attire votre attention sur un point important, c'est que l'anxiété peut parfois ressembler à la dépression parce que les symptômes sont souvent similaires. Une des clés qui peut aider à différencier les deux, c'est encore une fois cette notion de temporalité. L'anxiété, comme je vous l'ai dit, elle est tournée vers le futur. C'est la crainte de ce qui pourrait arriver. Tandis que la dépression, elle est plutôt tournée vers le passé. Il y a une importante notion de nostalgie,
Les pensées de la personne sont orientées vers le passé, par exemple ce qui était mieux avant, ou alors elle ressasse certains aspects de son passé. Ça peut être une manière de différencier si c'est un état dépressif ou si c'est un état d'anxiété. Donc je le redis, l'anxiété, elle est plutôt orientée vers le futur, alors que la dépression est orientée vers le passé. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler plus en détail de 2 types d'anxiété en particulier. Les 2 types que j'ai choisi de vous présenter, c'est le trouble anxieux, chronique et généralisé, et le trouble d'anxiété sociale. J'ai choisi ces 2 exemples précis parce que ils sont assez courants chez mes clients et clientes, et puis aussi parce que je les trouve assez représentatifs des moments d'anxiété qu'on peut tous traverser à un moment ou à un autre dans notre vie. Alors parlons d'abord du trouble anxieux. Le trouble anxieux, ça se manifeste par un sentiment d'anxiété majeure. C'est l'anxiété qui est présente dans la vie de la personne au point d'avoir des conséquences sur son quotidien. Alors, elle se manifeste par des symptômes psychologiques, comme par exemple l'irritabilité, l'impulsivité, la dépendance affective, la difficulté à se concentrer, la baisse des performances intellectuelles, l'incapacité à faire des projets, le désintéressement du quotidien, une vision négative de l'avenir, des craintes irrationnelles et sans fondement, tout un tas de symptômes. Bon, tout ça, ce sont juste des exemples, mais l'essentiel concernant les aspects psychologiques, c'est de retenir que l'impact des troubles anxieux sur la vie mentale est lourd et chronique. Le trouble anxieux a aussi des aspects physiques. Des aspects physiques comme par exemple les troubles digestifs ou alimentaires, des douleurs, des tensions musculaires, des fourmillements, des palpitations, des envies fréquentes d'uriner, des insomnies, de la somnolence dans la journée, de la fatigue, des maux de tête, des vertiges, des malaises. Vous voyez que tous ces troubles ressemblent un peu aux troubles dépressifs. Et puis, sachez que ces troubles varient d'une personne à l'autre. Le deuxième exemple de trouble de l'anxiété dont je souhaitais vous parler, c'est l'anxiété sociale. L'anxiété sociale, c'est quoi ? C'est quelque chose qui repose sur 2 piliers. La peur du jugement et la peur du regard de l'autre. En gros, c'est l'anxiété de performance, c'est-à-dire la peur d'échouer, la peur de dire ou de faire une bêtise. En réalité, cette anxiété sociale, nous l'avons tous un peu. Elle fait partie des basiques de notre survie. Et oui, cette peur d'être jugé, cette peur du regard de l'autre, c'est en fait la peur d'être différent et de se voir rejeté par le groupe. Or, ne plus appartenir au groupe, à la société, c'est être exposé à une mort certaine. L'être humain, il est fait pour vivre en groupe. Il ne peut pas survivre tout seul. Chaque être humain est dépendant des autres pour sa survie. Vous comprenez pourquoi cette peur du rejet, cette crainte du jugement des autres, elle est programmée à l'intérieur de nous. Sa mission est de nous aider à nous adapter au groupe, à être vigilants pour apprendre les codes et pouvoir appartenir au groupe, ce qui est absolument essentiel. C'est une base dont nous avons besoin. L'anxiété sociale, elle devient un problème quand une personne met en place des stratégies néfastes pour supporter cette anxiété envahissante. Comme par exemple boire de l'alcool, manger à l'excès, prendre des médicaments ou même éviter toute situation anxiogène jusqu'à parfois ne plus sortir. Je vais vous donner un chiffre qui va peut-être vous surprendre. Environ 13% de la population souffre de troubles anxieux plus ou moins importants. Je le répète encore une fois, l'anxiété liée à la peur du rejet nous est utile. Elle est donc normale. Ce n'est donc pas sur elle qu'il faut agir, mais bien sur la souffrance qu'elle peut générer. Appréhender les interactions sociales, c'est normal. Par contre, en souffrir trop, ça, ce n'est pas normal. Je vais vous donner 4 idées pour aller mieux si vous en avez besoin. Première idée, bien comprendre que tout changement est progressif. Oubliez l'idée que tout à coup il va se passer une sorte de déclic et que l'angoisse, l'anxiété vont disparaître d'un seul coup de baguette magique. Ça n'arrive jamais. Non, les choses se font progressivement, un pas après l'autre, un petit progrès après l'autre. Et là, maintenant que vous savez ça, vous pouvez relâcher cette pression sur l'idée « je dois aller mieux d'un coup ». Parce que finalement, là, vous vous mettez la pression pour rien. Deuxième idée, on peut accepter l'idée que c'est angoissant, c'est-à-dire arrêter de combattre ce sentiment. Ça veut dire que si on ressent de l'angoisse,
ou si on ressent de l'anxiété, si on comprend que c'est normal de ressentir ça et qu'on l'accepte, qu'on se dit je ne suis pas bizarre, je ne suis pas différent de ressentir ça, et qu'on arrête de lutter contre ce sentiment, parce que c'est une perte d'énergie, on ne peut pas lutter contre un sentiment, on ne peut pas lutter contre une émotion, cette énergie, vous allez pouvoir la consacrer à autre chose. La peur du rejet, je vous le redis, c'est une question de survie. Autant l'accepter. Je sais, c'est facile à dire, mais savoir que tout le monde ressent ça à un moment ou à un autre, qu'on n'est pas quelqu'un de différent, ça peut aider. Troisième idée. Quand on est vraiment anxieux, en fait, on vit les choses comme si on allait mourir. C'est exactement la sensation qu'on a. C'est un sentiment qui peut être vraiment envahissant au point de préférer éviter les situations anxiogènes. C'est une stratégie qui ne paye pas. Parce que plus on évite une situation, et plus elle devient angoissante. C'est un peu comme le monstre derrière la porte de Stephen King. Tant que la porte elle est fermée, on peut imaginer le pire monstre possible. Et puis alors là, je vous garantis que l'imagination, elle déborde. Mais aussitôt qu'on ouvre la porte et qu'on se confronte à ce qui se trouve derrière, le monstre n'est jamais aussi gros, jamais aussi effrayant que tout ce qu'on avait pu imaginer. L'idée, c'est donc pas de se jeter dans le grand bain sans bouée, mais plutôt d'affronter les situations anxiogènes en augmentant peu à peu la difficulté et le rythme. Par exemple, si votre anxiété, c'est une anxiété sociale et qu'être en groupe, c'est compliqué pour vous, n'allez pas tout de suite à un grand séminaire avec 500 personnes, évidemment. Commencez par organiser un petit apéro avec 2-3 amis. Et puis, augmentez la difficulté, augmentez le rythme tranquillement en fonction de vos progrès. C'est un peu comme dans n'importe quel jeu vidéo, quoi. On commence jamais par le boss final. Plus on participe à des moments de vie en groupe et plus on développe ses compétences sociales. Plus on devient habile et serein dans les interactions, et puis plus les neurones miroirs se développent. Les neurones miroirs, c'est les neurones de l'empathie. Plus je deviens capable de prendre en compte le point de vue de l'autre, et plus je me sens tranquille avec mes sentiments d'anxiété. Et un autre truc aussi qui peut être bien, c'est de porter votre attention sur les aspects agréables, vous concentrer sur les trucs chouettes, plutôt que de chercher à fuir ce qui est désagréable. Oui, parce que sinon vous allez encore focaliser votre attention sur ce qui est désagréable. Essayez cette technique-là de vous concentrer sur ce qui est sympa, sur ce qui est agréable. Et puis la quatrième idée, bien sûr, ça peut être une bonne idée de ne pas se mettre la pression à vouloir tout faire tout seul. Se faire accompagner, ça peut être un bon moyen d'avoir plus d'énergie pour soi et pour se donner les moyens d'apaiser peu à peu la souffrance générée par les situations anxiogènes. Pour conclure, je vais vous rappeler qu'il n'y a pas de bonne ni de mauvaise émotion. L'émotion de base qu'est la peur, ou des sentiments comme l'angoisse, l'anxiété, ou encore des états comme le stress, sont utiles et nécessaires à notre survie. C'est pour ça qu'on les éprouve encore. C'est un peu comme des alertes, il faut y être attentif, elles nous sont utiles. Par contre, lorsque tout ceci génère trop de souffrance et qu'il devient bénéfique de trouver des solutions pour apaiser ces souffrances, c'est vraiment sur la souffrance qu'il faut agir et non pas sur l'envie de réprimer ses émotions. L'idée, c'est pas de vaincre ou d'ignorer ses émotions, mais bien d'atténuer les souffrances qui peuvent en découler. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Si vous avez des questions concernant les sujets abordés dans cet épisode ou sur d'autres thèmes annexes, comme par exemple les phobies ou les TOC, n'hésitez pas à commenter ou à me contacter pour en discuter. Et puis si vous avez d'autres idées pour les prochains podcasts, j'attends vos suggestions. À bientôt. J'espère que cette écoute t'a plu, que tu as appris des choses, qu'elles t'ont intéressé. Je t'invite à faire le tri dans ce qui est intéressant pour toi, dans ce que tu souhaites garder ou dans ce qui ne correspond pas à tes valeurs. Et puis si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à liker, à partager. Enfin, à faire tout ce que tu souhaites pour soutenir Deep Impact. À bientôt!